Un jour je suis né, depuis j'improvise. Voilà ma vie résumée en une phrase. Salut à toutes et à tous, je suis Pascal Laurent, comédien, dramaturge et improvisateur au sein de la LIFI, la Ligue française d'improvisation, depuis sa création en 1987. J'ai eu la chance et l'immense honneur de côtoyer les plus grands improvisateurs des deux côtés de l'Atlantique et pour la plupart de partager la patinoire avec eux. Avec mes invités, on va parler ou jaser de l'improvisation théâtrale d'un point de vue historique, technique, artistique, mais surtout humain. Et par extension, de ce qu'elle a apporté aux artistes qui l'ont pratiquée et dans quelle mesure elle a pu transformer leur vie. Aujourd'hui, dans les aventuriers de l'imaginaire, je reçois un artiste aux multiples casquettes. Et c'est peu de le dire. Diplômé d'une maîtrise en théâtre, ambassadeur de la faculté des arts de l'UQAM, 3 fois champion du monde, 6 fois champion national, le prix Gémeaux du meilleur animateur en série jeunesse, auteur publié, professeur à l'école de théâtre du Cégep Saint-Hyacinthe et il est actuellement le directeur artistique de la LNI, François-Étienne Paré. Bonjour François. Bonjour. Ça va bien? Bien, toi aussi. Ouais, écoute, je suis super content de t'avoir chez nous. Voilà. Alors, tu es donc le directeur artistique de la LNI, c'est ça? Tout à fait. Depuis 2008. Depuis 2008. Alors, première question que je pose à tous mes invités, pour commencer. Depuis combien de temps tu fais de l'impro et surtout, comment ça a commencé pour toi? Et c'est quoi cette découverte? Je fais de l'improvisation depuis bientôt 40 ans. J'ai découvert l'improvisation à partir des matchs de la LNI qui étaient diffusés à la télé, à l'époque à Radio-Québec. Donc, les premières diffusions de matchs d'impro. Et ça a été un coup de foudre extraordinaire. Donc, j'étais à l'école secondaire, j'avais 15 ans. Et ça a été pour moi, mais ça a été pour plusieurs jeunes au Québec, là, une révélation, ce spectacle-là. On a vu ça, on a eu envie d'essayer, on a envie de se commettre tout de suite. On s'est dit, waouh, c'est tellement extraordinaire. On a envie, nous aussi, de fouler la scène, d'inventer des histoires, d'exister autrement par les personnages. Et donc, dans les semaines qui ont suivi les premières diffusions, on a commencé, nous, à faire des tests à l'école, à faire de l'improvisation sur l'heure du midi. Et ça a commencé comme ça, mais j'ai eu la chance que la première improvisation que j'ai faite de toute ma vie s'est très bien déroulée. Donc, c'était... Non, mais je ne sais pas si ça peut être difficile de continuer si ça ne se passe pas bien. C'est sûr, oui. Dans mon cas, ça s'est bien déroulé, c'était valorisant. J'ai vraiment touché à quelque chose qui me faisait du bien. Alors, c'est devenu comme une drogue. Là. J'ai tout de suite eu envie de continuer, d'en faire d'autres, et ça continue encore. J'ai encore envie de fouiller ce médium-là de différentes façons. Avec les années, ça a évolué, mais disons que c'est vraiment un coup de foudre pour ce spectacle-là. D'accord, mais du coup, tu étais quand même donc, jeune, tu dis que tu étais au cégep, c'est ça? Secondaire. Avant le cégep. Oui. D'accord. Et tu penses que ça a réveillé en toi quelque chose que tu connaissais pas, que tu n'imaginais pas? Tu n'avais pas forcément cette vocation artistique? Ça a été, comme tu dis, ça un coup de foudre, mais est-ce que tu pensais que tu avais ça en toi avant? Disons que il y avait un germe, tu sais, j'imitais Sol, je sais pas si tu connais, qui est un clown oui. Ici. Donc, Marc Favreau qui a créé ce personnage-là, qui jouait beaucoup sur le langage. C'est un personnage que je trouvais sensible, intelligent. C'est du très beau travail. Et quand j'avais une 12aine d'années, j'imitais Sol. Je faisais des petits spectacles où j'imitais principalement Sol, des petits spectacles de chansons. Donc, j'avais foulé la scène comme c'est ça, un enfant fait parfois des spectacles pour sa famille ou dans sa paroisse. Mais disons que ça se limitait à peu près à ça. Donc, mais j'avais beaucoup aimé ces moments-là où j'étais en représentation. Mais sinon, tu sais, je viens d'une famille où il n'y avait pas tant d'objets de culture. Mes parents ne sont pas des artistes, ne sont pas philosophes ni professeurs d'université. Je viens d'une famille aimante, mais tu sais,
j'allais dire, ordinaires de Montréal. Il n'y avait presque pas de livres chez nous, presque pas de disques. Pas parce que mes parents ne croyaient pas à la culture ou fréquentaient pas la culture, mais disons que c'était pas si présent chez nous. Ce qui fait que oui, le match d'impro, ça a été la porte d'entrée pour moi sur la découverte du théâtre, de la littérature, de la poésie. Donc, ça a été, disons, une bifurcation dans ma vie et ça m'a révélé à moi-même, ça m'a révélé cet intérêt-là pour la culture, qui finalement, cette soif-là qui était grande, qui dormait un petit peu, mais qui était, c'est ça, quelque chose que j'avais à combler de différentes manières. Et peut-être aussi un intérêt pour la langue, parce que j'ai vu, parmi les nombreux prix que tu as reçus, on ne va pas tous les citer, parce qu'il y en a un paquet, mais tu en avais eu un pour justement l'usage de la langue française. C'est pas exactement ça, les termes, mais... Meilleure utilisation de la langue. C'est ça, oui. Oui, à l'intérieur des matchs d'impro. C'est un souci que j'ai de... Est-ce que c'est un amour de la langue, ou en tout cas une envie de faire en sorte que je me présente différemment sur scène, d'improvisation en improvisation. Parmi les constats que j'ai faits au fil des ans, je trouve qu'on est, en tout cas au Québec, souvent en train de jouer des personnages pas si loin de nous. On les joue souvent de façon un peu décrochée. Les personnages sont souvent aux trois quarts idiots et on les joue en québécois. Donc, avec la langue de tous les jours. Et moi, j'ai eu envie assez tôt de me dire, j'ai envie de me présenter autrement. Puis une des façons, c'était de travailler sur des accents, travailler sur la langue, travailler sur les époques. J'essayais de me projeter dans différentes dramaturgies, tu sais. Donc oui, j'avais un souci d'être dans une... Fait que je ne sais pas si c'est tant un amour de la langue qu'un amour du théâtre ou un amour de ce jeu-là, d'un renouvellement dans la patinoire. Tu sais, comme directeur artistique, je dis souvent à nos artistes, j'aimerais qu'un match d'impro soit comme une programmation culturelle. Quand on annonce tout ce qui va être présenté là, tout l'automne, ou même toute la saison automne-hiver. Tu sais, il y a du théâtre, il y a de la comédie, mais il y a comédie musicale, il y a des films, il y a du théâtre classique, il y a du théâtre expérimental, il y a de la danse, il y a toutes sortes de choses. Pour moi, un match d'impro devrait être aussi varié qu'une programmation culturelle dans une grande ville. Ah, mais j'aime bien cet état d'esprit. C'est vrai que dans un match, souvent, on est attiré par la comédie, parce que c'est quelque chose d'immédiat. On a un retour immédiat du public, un retour immédiat sur ce qu'on vient de faire, sur l'effet qu'on a produit, etc. Mais on peut être un peu pris au dépourvu si on fait une impro un peu plus dramatique ou un peu plus construite par le manque potentiel de réaction, alors qu'au théâtre, on ne va pas se poser la question. Exact. Donc, faut essayer de vivre avec ce silence-là ou ce possible non-retour, parce que c'est pas parce que la foule est silencieuse pendant qu'on improvise qu'elle n'est pas en train d'écouter, qu'elle n'est pas touchée par ce qu'on fait. Mais oui, on dirait qu'on est très, très habités, les improvisateurs, pour le retour direct. Donc, j'ai essayé, moi, d'apprendre à vivre avec le non-retour ou le possible désintéressement du public, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ils réagissent quand on est dans une autre posture que dans la comédie. Alors, je pense que c'est notre devoir d'improvisateur d'offrir toutes sortes de choses et d'être en paix avec l'idée que le public décidera s'il aime ou pas. Mais nous, je pense je ne sais pas comment ils réagissent quand on est dans une autre posture que dans la comédie. Alors, je pense que c'est notre devoir d'improvisateur d'offrir toutes sortes de choses et d'être en paix avec l'idée que le public décidera s'il aime ou pas. Mais nous, je pense qu'on doit varier nos propositions d'une improvisation à l'autre. Oui, et puis c'est un acte théâtral comme un autre. Même si c'est improvisé, ça reste du théâtre, une forme de théâtre en tout cas. Exact. Donc avec toutes les formes possibles. Oui. J'ai vu tu écris aussi, tu es auteur. Est-ce que c'est l'impro justement qui t'a amené à ça, le fait par cette forme d'art, on va dire, qui t'a oui, passé un peu par là. T'écris pour les enfants, c'est? T'as écrit des pièces pour les enfants aussi? J'écris enfants, adultes, puis j'écris de moins en moins. On dirait que le travail de direction artistique, j'écris des demandes de subventions maintenant, j'écris des argumentaires artistiques, mais j'écris
de moins en moins d'œuvres. Les dernières, ça date de, je vais dire, 2010, quelque chose comme ça, là. Non, d'abord, j'ai écrit pour moi et mes copains, mais je savais pas que j'étais capable d'écrire. Mais c'est venu, oui. Dans le fond, avec des amis d'improvisation, on faisait des petits spectacles, puis on écrivait au départ des sketchs. Puis là, j'ai senti qu'il y avait peut-être une plume chez moi, donc une capacité d'écrire des histoires, de faire naître des personnages, des dialogues qui se tiennent. Donc oui, j'ai eu envie de fouiller ça un petit peu. Ça s'est concrétisé dans mes études à l'université. À un moment donné, j'avais envie d'aller plus loin, de m'inscrire aux études supérieures. Puis c'est un projet d'écriture qui m'intéressait, dans le fond. Je commençais à réfléchir à l'idée de la direction artistique, mais au-delà de ça, j'avais envie d'écrire une pièce, dans le fond. Et à partir de là, j'ai écrit ce projet-là. Puis un petit peu plus tôt, j'ai fait le cours d'écriture dramatique à l'université, puis ça me fait... je me suis aperçu que j'aimais écrire, puis que c'était quelque chose qui était peut-être possible chez moi. Tu sais, dans le cours d'écriture, le prof nous demandait 5 pages de dialogue, je lui en remettais 27. Puis là, elle me disait, t'es chanceux parce que je trouve que, somme toute, t'as une bonne plume. Mais elle dit, pour moi, c'est beaucoup de corrections. Donc, tu pouvais t'en tenir au nombre de pages. Mais donc, j'avais un enthousiasme par rapport à l'écriture. Mais malheureusement, c'est ça. C'est comme quelque chose qui a pris... que j'arrive pas à remettre dans ma vie. M'installer, écrire, ça prend du temps. Puis on dirait que le temps me manque désespérément depuis quelques années. Je comprends. C'est vrai que l'écriture, quelque part, c'est aussi une forme d'improvisation. Finalement, tu es seul en face de ta page. Pour peu que tu écrives aussi pour le théâtre, tu joues, tu vas écrire pour plusieurs personnages et donc tu vas quelque part les interpréter aussi, te mettre dans la peau de chacun d'entre eux pour te donner toi-même les répliques. Tu improvises presque avec toi-même en écriture. Ah oui, puis même j'interprète tous les personnages, j'essaie de trouver le rythme des personnages, je suis ridicule quand j'écris. Oui, je suis comme en train de travailler comme en gueuloir, là, j'écris, j'essaie les répliques, ouais. Alors ouais, donc tu dis que tu as un petit peu... Tu improvises encore ou pas? Enfin, oui, j'improvise. Oui, je fais la saison de la Coupe Charade, donc du match. D'accord. Et on a créé depuis 2015 différents spectacles, et ça m'arrive de les faire, mais j'essaie de mettre de l'avant les autres improvisateurs et improvisatrices de la LNI. Donc, c'est rare qu'en dehors de la saison de la Coupe Charade, que j'improvise. Ambiance de match. Les grands duels de la LNI entre Sylvie Legault et notre invité François-Étienne Paré. Avec à l'arbitrage, l'incontournable et emblématique Yvon Ponton. À François-Étienne Paré et à Sylvie Legault, une pénalité majeure de cabotinage. Suite à l'accumulation de ces points, chacun des joueurs s'échange un point. Voilà. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, au nom de moi-même et sans doute de toi, je tiens à m'excuser, mais c'était trop tentant. Bon, allez-vous me lâcher patience? Non, mais Hey, ça va. est-ce que je suis expulsé? Non, pas du tout, vous avez donné un point. C'est ça qui est le problème avec ce maudit jeu, je peux pas expulser personne. C'est quelqu'un aussi, du coup, qui a beaucoup réfléchi autour de l'improvisation, si j'en juge par les nombreuses autres formes que tu as essayé de développer avec les filles, dans lesquelles tu es ou auteur ou co-auteur. En tout cas, j'en noté quelques-unes, comme la LNI qui s'attaque au classique, au cinéma, ou la LNI Tu l'as une. Ouais. Ça, c'est des concepts que tu as imaginés aussi. Pourquoi ces concepts-là en dehors des matchs? Pour toucher un nouveau public? Oui, c'est une partie des réflexions que j'avais, mais la raison principale, c'est l'envie de pousser plus loin la discipline. Le match est extraordinaire, mais le match a ses limites de par la forme. Et on est souvent, quand on a fait beaucoup de matchs, il y a un moment donné où on dirait qu'on peut développer. J'ai bien des amis improvisateurs qui ont développé une certaine insatisfaction par rapport au match parce qu'ils constatent les limites
de la forme. Ils ont envie d'aller plus loin, ils ont envie d'aller plus en profondeur et ils n'y arrivent pas dans le match. Et ça m'est arrivé d'entendre, puis moi-même, là, avec les copains, c'est comme si on se disait, OK, c'est le public qui veut rire, puis nous, on cherche d'autres choses, mais ils ne sont pas prêts. Ou entre collègues, on s'est mis à se critiquer les uns les autres en se disant, ouais, moi, j'essaie d'aller plus loin, toi, tu ne veux pas aller plus loin. Puis après, je me suis dit, mais peut-être que c'est simplement le match qui a une certaine limite. Parce que il est fait comme ça, c'est un jeu théâtral. Il y a quelque chose du jeu de société dans le match d'improvisation. Encore une fois, là, moi, je l'adore. Je pratique encore. Mais c'était l'envie de tester si on est capable d'aller plus loin dans d'autres formes. La durée peut-être aussi, parce que dans un match, c'est entrecoupé, c'est haché, tu as des durées qui vont entre 3, 4, 5, 6 minutes. Mais, du coup, c'est bien, mais ça peut t'empêcher de développer aussi. Je dis ça parce que j'ai vu qu'il y a aussi un que tu avais fait, qui c'était l'usine de théâtre potentiel. Où c'est carrément une impro de 90 minutes. Là, c'est comme si une pièce, en fait, que tu improvises. Voilà. Oui, il y a dans la durée un défi plus grand. Il y a dans la durée l'idée qu'on ne peut pas construire sur des bases qui sont pas très solides. Donc, il faut essayer de trouver les bases d'une histoire qui va être substantielle puis qui va être capable d'intéresser le public pendant 90 minutes. Donc, oui, il y a quelque chose qui m'intéresse dans la durée. Je pense que c'est une des façons d'aller plus en profondeur. Dans la Hélénie s'attaque au classique, ce qu'on a fait, au fond, on s'est dit, un des chemins pour aller plus loin, c'est venu d'un constat de la catégorie à la manière de, qui existe pour le match d'impro, où on fait à la manière de Molière, à la manière de Shakespeare, à la manière des grands auteurs, ou des grands romanciers, cinéastes, etc. Mais 99% du temps, on le faisait en parodie, on le faisait en pastiche et on était insatisfait. On se disait, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un Shakespeare, mais en essayant d'être dans la langue de Shakespeare, d'être le plus proche de son univers possible. En match, on dirait il y a quelque chose qui nous effraie dans l'idée de plonger vraiment dans l'univers et on est souvent à côté ou justement dans la parodie. La Hélénie s'attaque au classique. L'idée, ça a été, on va essayer d'embrasser l'univers pour vrai. Quand on a fait la Hélénie s'attaque à Racine, on a fait toute la représentation en cherchant la rime. J'allais dire en alexandrin, mais c'est tellement difficile, qu'on s'est dit, on va toute la soirée chercher la rime. Et quelquefois, il y a eu des alexandrins, il y a eu des vers de 12 pieds. Mais l'idée pour moi, c'est de respecter le plus possible cet univers-là, puis d'apprendre de ces codes théâtraux-là, de la nature des personnages, de la nature de cette langue qui est plus construite que la langue qu'on utilise dans la vie de tous les jours. De réfléchir à... Et là, je suis parti, moi, Pascal, là, j'arrête pas de parler. Non, mais vas-y, je t'écoute. Tu vois, j'enseigne l'improvisation depuis longtemps aussi et personnellement, je cherche toujours à aider mes élèves à aller plus loin. Les artistes de la Hélénie, je veux les amener le plus loin possible, mais j'ai un rapport privilégié avec mes élèves parce que je les ai... pendant plusieurs heures par semaine. Tu enseignes, c'est ça, si tu l'as peut-être pas dit. J'enseigne à l'école de théâtre, oui, du cégep de Saint-Hyacinthe. Okay. Et puis j'ai enseigné longtemps pour la Hélénie aussi, mais c'était des ateliers ponctuels. Ce que je trouve magnifique, là, c'est que j'ai mes élèves pendant 45 heures dans une session. Puis quand on suit le programme, mais je les ai même pendant 90 heures parce que je les ai pendant 2 sessions. Puis c'est extraordinaire pour un pédagogue d'enseigner une discipline qu'on aime. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais leur raconter pendant 90 heures? Comment je peux, saupoudrer un peu tout ce que je connais en improvisation pour le mettre sur cette durée-là, puis 2, probablement que je vais les amener plus loin, puis même à dépasser ce que moi je connais. Mais il faut que j'ouvre des chemins pour que ce soit possible. Il y a une finalité, tu les amènes, tu montes un spectacle avec eux après Non, c'est pas le but du cours. Non, je les amène à faire des improvisations de durée significative, mais je les amène, j'essaie de les amener vers une certaine autonomie. Dans un rapport, la première chose, c'est dans un rapport enthousiaste par rapport à cette discipline-là. Ça effraie certains de mes élèves. Donc, j'essaie de faire en sorte qu'ils aiment improviser, que ce soit un processus d'épanouissement, d'abord, et après, vers une certaine autonomie.
J'essaie de leur donner des outils pour faire en sorte qu'ils développent leur façon de faire, ou à tout le moins, que ça commence à germer. Je ne peux pas prétendre qu'ils sont 100% autonomes après 90 heures, mais disons qu'ils ont probablement un chemin devant eux là, pour être capables d'improviser. Alors justement, qu'est-ce que tu vas privilégier avec ces jeunes? J'imagine que c'est la bienveillance et tout, mais c'est quoi les clés que tu vas leur donner alors justement pour les amener à aimer ou à se dépasser? Ben, d'abord, j'essaie, moi, d'expliquer... je pars de moi, hein, parce que... Bien sûr. C'est ce qui se passe dans la tête d'une personne qui improvise et comment on fait pour avoir des bases solides pour l'improvisation quand on improvise et avoir des outils pour débloquer les personnages, le dialogue, les histoires, quand tout ça est coincé. Donc, c'est les premières choses que j'essaie d'enseigner. Puis j'essaie de les expliquer parce que, tu vois, quand je me suis mis à enseigner, je me suis dit, je vais expliquer comment ça fonctionne l'improvisation parce que moi, personne ne me l'a expliqué. J'ai eu de la chance, comme je disais, les premières improvisations que j'ai faites dans ma vie, ça s'est bien passé et ça s'est bien développé sans qu'on m'explique tant que ça comment ça fonctionne. Oui, tu l'as senti de l'intérieur, mais tu n'arrivais pas à mettre des mots dessus. La technique, comment ça vraiment t'arrive à ça, quoi? C'est ça. Et ceux qui nous encadraient arrivaient à nous expliquer un petit peu, mais souvent, il n'y avait pas justement de réflexion profonde sur les techniques d'improvisation, sur comment structurer des histoires. Ce qui fait que, d'abord, j'enseigne tout ça, les mécanismes des improvisations. J'essaie de les expliquer le plus possible. J'essaie de mettre en lumière ces phénomènes-là là, on est coincé à cause de tel phénomène et tout ça. Tous les phénomènes qui font en sorte que les improvisations peuvent être coincées, puis tous les outils pour les débloquer, puis accoucher d'improvisations qui sont satisfaisantes et pour les improvisateurs et pour le public. Et après, j'essaie de mettre mes élèves dans la Eleni s'attaque au classique. C'est-à-dire que j'ai lu ces dernières années sur... je suis quelqu'un qui s'intéresse à l'improvisation, mais je trouve qu'il n'y a pas tant de documentation sur l'enseignement de l'improvisation théâtrale, justement. Et quand je faisais des lectures, j'étais souvent déçu. Je me disais, ça ne va pas très en profondeur et ça ne m'explique pas tant que ça comment ça fonctionne l'improvisation théâtrale. Certains ouvrages, oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Et là, je suis tombé sur des textes sur l'enseignement de l'improvisation musicale. Et même, il y a une tradition quand même de longue date d'enseignement de l'improvisation musicale. Et il y a un modèle que j'aime bien sur les séquences d'apprentissage où on dit les artistes vont commencer à improviser de façon libre. Ils sont capables de faire ça. Après ça, ils vont structurer un petit peu leurs improvisations. Après ça, ils vont être capables de reproduire des motifs, des patterns. Après ça, ils vont apprendre la maîtrise des styles. Et après quoi, ils vont développer leur propre style. À la lumière de toutes ces expériences, ils vont être capables. Puis le professeur qui a créé ce modèle-là dit même que c'est un phénomène rare, mais certains artistes seront capables d'arriver jusqu'à ce stade où ils vont développer leur propre style. Et parce que tu es aussi... Enfin, quand tu enseignes l'improvisation, c'est pas juste, tu leur enseignes pas juste à être des comédiens et à s'exprimer, mais tu les apprends aussi à être des auteurs, à être des scénographes, à être des metteurs en scène. Ça englobe tout ça aussi. Exact. Et moi, je trouve que c'est ce qui manque dans l'enseignement de l'improvisation si on veut aller plus loin. Il y a plein de gens qui improvisent pour le plaisir. C'est quelque chose, c'est une activité sociale, c'est une activité, et c'est parfait. Tant mieux, tant mieux. Mais si on a envie d'aller plus loin, je trouve que ça nous prend des outils pour être capable d'amener ces gens-là plus loin qui ont envie d'aller justement approfondir l'improvisation. Et jusqu'à maintenant, les pistes que j'ai trouvées, c'est comme les artistes en musique font leur gamme, apprennent quels sont les motifs en musique, les patterns, quels sont les grands styles, à retourner vers ça. Donc, comment Molière écrit, comment Shakespeare écrit, pourquoi est-ce que c'est si intéressant, quels codes théâtraux sont utilisés par les grands auteurs, comment improviser dans une langue mieux construite. Donc, c'est exactement ce spectacle-là vers lesquels j'amène mes élèves en leur disant, mais si vous voulez avoir une palette large,
comme interprète en improvisation, mais il faut que vous ayez ces connaissances-là. Si vous êtes que dans un univers quotidien rigolo, ben oui, vous pouvez faire beaucoup dans ça. Oui, puis ça rejoint aussi pas mal. J'ai interviewé Christian Sinitger il y a quelques temps, où il parlait les élèves aussi devaient aussi un petit peu s'instruire, c'est-à-dire, effectivement, si tu veux improviser à la manière de Shakespeare ou de Molière, bah, c'est quand même bien d'en avoir lu quelques-uns, ou d'avoir été au théâtre, d'avoir vu quelques pièces. Ça peut aider, on va dire. Oui, tout à fait. Oui, on est sur scène, la somme, ou en tout cas, on ne peut pas mettre sur scène des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas fréquentées, donc il faut qu'on ait un certain bagage, oui. Et alors, ces formes dont tu parlais, le classique, le cinéma, etc., Ouais. vous les avez fait en public, et comment ça a été perçu et reçu de la part du public, justement? Bien, encore là, on est chanceux, ça a très bien été reçu. On ne savait pas ce que ça allait donner nous-mêmes. Ouais. Même qu'on travaillait un peu en secret, les concepteurs, on ne voulait pas que les artistes sachent qu'est-ce qu'ils allaient faire avant même la première représentation, donc on leur a un peu caché les mécanismes du spectacle. D'accord. Aujourd'hui, je ferais ça autrement. Je pense qu'il aurait juste été meilleur si on les avait impliqués dans le processus. Mais l'effet a été positif chez les spectateurs parce que toute la première partie en représentation, donc on leur a un peu caché les mécanismes du spectacle. D'accord. Aujourd'hui, je ferais ça autrement. Je pense qu'il aurait juste été meilleur si on les avait impliqués dans le processus. Mais l'effet a été positif chez les spectateurs parce que toute la première partie on va dire, la Hélénie s'attaque au classique, c'est presque un cours de théâtre en direct. Je co-animais avec un dramaturge, un historien du théâtre. Donc, il expliquait aux spectateurs c'est qui est Shakespeare, où est-ce qu'il a créé, dans quel contexte social, culturel, qu'est-ce qui fait que ce théâtre-là est ce qu'il est. Et ces pièces marquantes, évidemment, ces personnages marquants. Et là, on prenait un élément, on va dire, je ne sais pas trop, la création de son héros, les héros classiques de la tragédie chez Shakespeare. Et de quoi ils sont faits. Et là, on faisait naître des personnages avec nos improvisateurs en direct. Après ça, on prenait un procédé, puis on se disait, je ne sais pas trop, souvent les héros des tragédies de Shakespeare ont un enjeu public, parce qu'ils ont des responsabilités publiques, mais ils vont chuter à cause d'un enjeu privé. C'est la passion qui va les faire chuter. Et donc, on crée des micro-scènes où on dit, mais c'est ça qu'on va mettre en lumière. Puis là, quand nos acteurs, on les trouve pas si mal là-dedans, on fait parfait, on va prendre un autre élément. Et on se fait tout un bagage pour bien mettre Shakespeare en improvisation. Et la dernière partie du spectacle, on part pour 30 minutes dans une improvisation en essayant de respecter le plus possible le style. Tout ce qui a été dit. Exact. Et le public, dans le fond, adorait les deux parties. Il y en a qui ont préféré la première partie parce qu'ils disaient j'avais l'impression d'assister à un cours théorique et pratique de théâtre devant moi. J'ai adoré ça. Certains disaient « Oh non, moi, c'est la deuxième partie. Je trouve ça extraordinaire d'être capable de faire une improvisation de 30 minutes en embrassant le style. » Et ce qui est arrivé, c'est qu'on l'avait programmé pour une dizaine de soirs, mais les gens se sont mis à l'entracte à acheter des billets pour les autres représentations. Et le spectacle, la toile à Hélénie s'attaque au classique, on l'a créé en 2015 et il est encore joué. Là, on arrive à 200 représentations cette année. C'est génial. Oui. Fait qu'on est très heureux. Et du coup, vous avez décliné après. Alors, vous êtes attaqué au cinéma aussi, c'est ça? Voilà, c'est le même concept. Le même concept. Mais dans l'univers des cinéastes, mais on joue à la caméra. Donc ça aussi, il fallait tout qu'on apprenne. Okay. Comment travailler à la caméra en improvisation. Parce que rapidement, on s'est rendu compte en faisant des tests que on faisait avec la Hélénie s'attaque au classique un peu comme on fait dans le match, c'est-à-dire qu'on jouait avec presque rien. On mimait les accessoires et tout ça. À la caméra, dès les premières secondes, on s'est rendu compte que c'était ridicule. Voir dans le vide, c'est ridicule. Se brosser les dents avec rien, c'est ridicule à la caméra. Donc, on s'est dit, OK, ça nous prend des accessoires. C'était filmé, c'est ça que tu veux dire? On filme, oui. Okay. On improvise. Il y a une caméra sur scène et tout ce qui est joué et filmé est projeté en direct. Ah, d'accord, sur donc, un les écran. gens ont à la fois le résultat et le making-of, si tu veux. Mais il fallait apprendre comment le faire. Puis, c'est ça. Donc, on travaille avec des accessoires, des costumes. C'est toujours... On se fait une banque d'objets qu'on peut détourner. On peut se brosser les dents avec un crayon, par exemple. Ou je ne sais pas trop... prendre un attaché-case pour faire un ordinateur portable, ça fonctionne. Mais s'il n'y a pas d'objet, on dirait que ça a l'air ridicule. D'accord. Puis comment faire les transitions dans les scènes et tout ça, il a fallu qu'on apprenne.
Mais ça nous a donné le goût d'aller plus loin, puis d'intégrer aussi les éléments scénographiques. Je veux dire, la technique, l'éclairage, la musique, la vidéo. Ça aussi, ça fait partie de ma réflexion. Je me dis, on dirait que la très grande majorité des spectacles d'improvisation que je vois se font avec rien. C'est extraordinaire, c'est beau. Mais je trouve qu'on se prive de beaucoup. Alors que, tu sais, quand je vais au théâtre, il y a des effets spéciaux, de la fumée, il y a toutes sortes de choses, de la vidéo. Mais on pourrait utiliser tout ça pour faire de l'improvisation. Il faut juste apprendre à l'utiliser de façon à mettre en valeur l'improvisation. Tu sais. Ce qui fait que ces années-ci, je suis aussi là-dessus, à me dire, pourquoi on n'intègre pas de la vidéo? Pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas la musique différemment? Pourquoi? Fait que je travaille avec mes concepteurs en amont à faire en sorte que les spectacles d'improvisation soient vraiment du théâtre, comme une autre pièce de théâtre, avec tous ces éléments scénographiques-là, le plus possible. Ça m'amène du coup à parler un petit peu de ton rôle justement au sein de la LNI. Ça consiste en quoi, donc, directeur artistique? C'est justement d'initier ce genre de projet, ou en discuter? Vous êtes un groupe, vous avez un comité artistique, comment ça se passe? C'est oui, dans les tâches, il y a l'idée de réfléchir, je dirais, réfléchir à faire évoluer la compagnie, réfléchir à notre pratique. Il y a toute l'idée, il faut que je suis la personne qui rédige les argumentaires pour les demandes de subventions. Je pense que le rôle de la direction artistique en est un d'inspiration aussi. Je pense que la personne à la direction artistique doit inspirer l'équipe, doit inspirer les artistes aussi, qu'ils aient envie de travailler pour cette compagnie-là. Donc, il y a une responsabilité par rapport au spectacle, le match d'impro, qui est notre création principale. Garder le spectacle très vivant, à jour, qu'on ne tourne pas en rond, qu'on se pose les bonnes questions pour le garder vivant, le respecter, mais le faire évoluer. Et faire évoluer la compagnie, la garder pertinente, faire en sorte qu'il y a une pérennisation de ce qu'on fait, non seulement sur le plan financier, mais sur le plan artistique aussi. Donc, ça fait partie de... Tu sais, au jour le jour, je réfléchis au casting, donc qui fait quoi, autant les artistes que les concepteurs. Donc, j'ai ça dans mon travail. J'ai à rédiger aussi, des résumés de spectacles pour les déplis, hein, pour ce qu'on met sur le site Internet. J'ai des réflexions de fond sur, où est-ce qu'on devrait se situer dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, et si on veut atteindre ça, qu'est-ce qui est à faire maintenant pour être repositionné? Tu sais, à mes yeux, depuis 2015, il y a une forme de repositionnement de la compagnie. La compagnie, tu sais, puis notre fondateur, Yvon Leduc, me le rappelle des fois de façon très amicale, des fois de façon un petit peu plus, il n'est pas dur avec moi, mais de façon très sérieuse. Il dit, on a fondé cette compagnie-là pour faire le match d'impro, tu sais. Puis je fais, jamais on va oublier ça, tu sais. On doit respecter ça et il faut garder le match d'impro vivant. Mais c'est la vitrine quand même. Exact. Et oui. Mais on s'est dit, puis ce qu'on constatait, c'est que si on ne fait que le match d'impro, les conseils des arts commencent à juger qu'on fait le même spectacle depuis 30 ans, 35 ans, et qu'on n'évolue pas tant que ça. Et donc, si on ne fait pas la démonstration qu'on est sérieux dans notre démarche, qu'on est une compagnie qui a une pertinence artistique, qui a une rigueur, si on ne fait pas cette démonstration-là, on va frapper un mur. Et donc, depuis 2015, c'est parti d'une opportunité. Là, quand on a fait la LNI s'attaque au classique, c'est un théâtre qui nous a invités. Mais là, on s'est dit, OK, on ne peut plus reculer. Il faut vraiment faire la démonstration qu'on est capable d'aller plus loin, qu'on réfléchit à ce qu'on fait, qu'on est rigoureux. Et ça fait en sorte maintenant que les conseils des arts, ou en tout cas les gens qui évaluent ce qu'on fait, ont un regard un petit peu différent. Je pense qu'on a fait du chemin et que les gens, les jurés qui regardent nos dossiers, nos spectacles et tout ça, constatent qu'on fait des efforts pour que l'improvisation... Ouais. Mais je pense aussi, de toute façon, en tant qu'artiste, simplement, t'as pas envie de faire le même spectacle pendant 10 ans, 15 ans, et t'as envie d'évoluer, t'as envie de trouver d'autres formes, t'as envie de faire avancer. Parce que ce concept, finalement, il date de la nuit des temps. Hein. Les Grecs, déjà, comme improvisaient, donc on n'a rien inventé. C'est juste, qu'est-ce qu'on invente de nouveau, c'est les nouvelles formes. Comment
aussi intéresser le public, et puis d'une certaine manière, comment lui donner envie de revenir, et puis quelque part peut-être lui donner le goût d'aller au théâtre, voir du Shakespeare ou du Molière. Oui, ben oui, tout à fait. Donc oui, en tant qu'artiste, mais tu sais, et je pense que dans mon rôle, il y a ça aussi quand je dis, je veux que les artistes aient envie de venir travailler chez nous. Tu sais. Je veux qu'ils se sentent bien, je veux qu'ils sentent qu'ils évoluent, que leur pratique mais qu'ils ont toute la place pour faire la meilleure improvisation du monde. Si c'est leur souhait, il y a des artistes qui... non, je peux pas dire ça, mais j'allais dire, tu sais, des fois, on veut pas nécessairement révolutionner le théâtre quand on joue au théâtre. Des fois, on a envie de jouer des personnages intéressants. Et il y a ça en improvisation aussi. Je pense qu'il y a des acteurs, des improvisateurs extraordinaires qui veulent faire le match et le faire le mieux possible. Ils trouvent tout ce qu'ils cherchent dans le match. Mais il y en a beaucoup qui ont soif de d'autres choses. Puis je pense que un de nos rôles à nous, c'est d'être capable de répondre à cette soif-là. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, moi, avec ces nouveaux concepts-là. On parlait tout à l'heure de l'usine... Usine de théâtre potentiel. De théâtre potentiel. Et j'avais noté là que le public donnait... je ne sais pas s'il donnait les thèmes, en tout cas, il donnait des indications grâce à une plateforme numérique interactive. Je veux bien que tu nous en dises 2 mots de ça, comment vous avez mis ça au point et comment ça fonctionne. Il y a 2 choses à mettre en lumière. D'abord, pour moi, j'avais envie que le public... Une chose importante pour moi quand on crée un spectacle d'improvisation, il y a différentes façons de le faire, là, mais je suis dans cette période-là de ma vie, j'aime bien que le public comprenne ce qu'on essaie d'accomplir. Donc, pour moi, il y a une forme de transaction. C'est-à-dire, voici ce qu'on essaie de faire. Donc, vous comprenez ce qu'on essaie. Donc, ils peuvent comprendre la hauteur du défi qu'on se pose. Et je pense qu'il y a un plaisir pour eux de comprendre le concept et de comprendre ce qu'on essaie de faire. Donc, la plateforme sert aussi à ça pour moi, à ce qu'on communique avec eux. Donc, oui, ils font des choix, mais en faisant les choix, ils comprennent aussi, là, OK, ils vont improviser pendant 1h30 avec une forme qui n'est pas si évidente. Dans le fond, la plateforme, ce qu'on fait, nous, ce qu'on a fait pour ce projet-là, on a décidé de le situer dans le théâtre contemporain. On avait fait ce projet-là, la Hélénie s'attaque au classique, où on était dans de la dramaturgie. Je dirais des classiques d'hier et d'aujourd'hui, autant Shakespeare, Molière que Michel Tremblay, que des auteurs québécois actuels, ou même d'ailleurs, là, mais on a fait Sarah Kane, on a fait Evelyne Lachenelière, qui sont, à nos yeux, des formes de classiques, c'est-à-dire c'est des auteurs établis ou qui ont une dramaturgie qui a quand même eu un certain impact. En créant l'usine de théâtre potentiel, ma volonté, une des volontés, c'était que chaque improvisation chaque spectacle soit une seule improvisation. J'avais choisi 90 minutes parce que, oui, le défi est intéressant. Je pense que ça nous amène à aller en profondeur. Et après, je souhaitais le situer pour pas que ce soit 90 minutes d'improvisation dans l'océan des possibles. Alors, on a décidé de circonscrire le projet dans le théâtre contemporain. Essayons de faire à chaque représentation quelque chose qui ressemble à du théâtre contemporain, avec de l'éclairage, un décor, une conception de costume qui ressemble à du théâtre contemporain. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié 10 pistes dramaturgiques issues du théâtre contemporain. On a trouvé comment improviser sur ces structures-là. On a vidé les structures de leur contenu et on s'est dit, on a trouvé comment faire 10 structures différentes. Et après ça, on a multiplié les possibilités d'interprétation de chaque structure. Ça peut être comment faire du théâtre documentaire en improvisation. Parmi nos inspirations, il y avait pas Michel Tremblay, Larry Tremblay. On s'est inspiré d'une de ses pièces qui est Le Ventriloque, où il y a pratiquement une œuvre dans une œuvre dans une œuvre. Donc, une espèce de structure en poupée russe. Une œuvre qui exploite la répétition à outrance, tellement que le sens de l'œuvre nous échappe.
Donc, comment reproduire ça en improvisation? Donc, le sens nous échappe, mais il y a comme un nouveau sens qui émerge de cette répétition-là. Donc, à mes yeux, c'est des défis extraordinaires pour les acteurs. Et donc, la plateforme, ce qu'on fait, c'est que les gens, quand ils rentrent dans la salle, on leur explique c'est quoi le concept, c'est projeté sur le mur. Donc, sur le mur du décor, ils comprennent un peu à quoi ils vont assister et on va leur poser des questions, on leur demande de se brancher avec leur téléphone sur notre plateforme. Et la première question qu'on leur pose, c'est quelle piste dramaturgique voulez-vous qu'on exploite ce soir? Sur quelle piste voulez-vous qu'on improvise? Et dépendamment de ce qu'ils vont choisir, ça peut être une thématique, la question suivante, ou ça peut être comment les répliques devraient être réparties dans le spectacle. Est-ce que c'est des longs monologues? Est-ce que c'est des courts monologues intercalés? Est-ce que c'est du dialogue serré? On leur pose des questions sur la musique. La musique est préenregistrée dans le spectacle et l'orchestration est aux soins des spectateurs. Donc, s'ils veulent une musique minimaliste, ça va être un seul instrument qui est choisi par le logiciel. Si c'est petit orchestre, ça va être 3 instruments. Et si c'est, on appelle ça grand ensemble, mais c'est le mixte qui a été fait par notre musicien. On leur pose des questions sur l'éclairage. On a 3 conceptions d'éclairage dans laquelle ils veulent qu'on joue. Et quand ils ont terminé, dans le fond, ils ont répondu à ce sondage-là, on ferme la plateforme. Nous, ça nous donne les paramètres du spectacle. Et on part pour 1h30. Dans ce spectacle-là, ça, c'est une partie que je voulais exploiter, mais l'élément principal pour moi de ce spectacle-là, c'est que pendant tout le spectacle, mes acteurs voient leur nom sur des écrans. Et ça leur dit, si leur nom est en rouge, ça signifie qu'ils ne sont pas dans le tableau. Si leur nom est en jaune, ça veut dire qu'ils sont dans le tableau, mais que ce n'est pas encore eux qui ont le droit de parole. Et quand leur nom est en vert, ils ont le droit de parole. Et pendant 1h30, c'est comme ça. Et quand ils ont le droit de parole, ils ne savent pas si ça va durer 5 secondes, 5 minutes ou 17 minutes 45, qui est la réplique la plus longue. Et quand la lumière, il faut qu'ils arrêtent de parler. Oui, mais tu sais, ils peuvent finir leur phrase. Oui, on veut que ce soit quand même fluide, mais oui. Bien sûr. Puis ça vient de tests qu'on avait fait en répétition. Christian Laurence, qui était mon coach à l'époque, qui est réalisateur, mais qui a fait beaucoup d'improvisation puis qui a coaché à la LNI longtemps, réfléchissait à ça, puis il dit il y a quelque chose qui, lui, il dit me déçoit, ou en tout cas, il dit, je trouve qu'en improvisation, on a comme une politesse conversationnelle, ce qui fait qu'on ne veut pas prendre plus de place que l'autre. Et c'est comme une loi non écrite. On doit, grosso modo, se laisser tout le monde un peu de place pour que tout le monde puisse s'exprimer à peu près de façon équivalente. Et il dit, ça fait en sorte, c'est très beau, mais il dit, ça fait en sorte que, en général, les improvisations ont toujours le même rythme. Réplique, 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 réplique. Il dit, alors que la dramaturgie n'est pas écrite comme ça, que le cinéma n'est pas écrit comme ça, il y a comme un non-sens de ce... Tu sais, on ne se dit pas, Hamlet a trop parlé dans sa pièce, tu sais, les autres devraient parler plus. Alors qu'en improvisation, on a des fois des fins de soirée comme ça, où quelqu'un dit à l'autre, ben, t'as pris toute la place, tu sais. Alors que ça devrait être possible. Parce que si le personnage est plus important, mais c'est lui qui devrait prendre toute la place. Et Christian... Mais là, tu touches à l'ego exact. Du comédien aussi. Oui, oui. Mais l'ego ne devrait pas être dans nos pattes. C'est vrai. Et Christian nous faisait faire des tests. Il disait, OK, on va improviser à 2 pendant 5 minutes. Et toi, Pascal, tu vas parler pendant 2 minutes 30 environ. Et quand tu vas arrêter, ou quand moi je vais commencer à 2 minutes 30, tu te tais. Et c'était extraordinaire ce qui sortait, juste d'un exercice comme ça. Un seul droit de parole, et tu y vas pendant 2 minutes 30, 2 minutes 30. Ou tu vas parler pendant toute l'improvisation, et moi je vais dire seulement une phrase. Et quand je leur ai dit, le droit de parole est à toi. Et les résultats étaient vraiment très beaux. Je trouvais que ça mettait les acteurs dans une autre posture. C'était une autre façon d'écrire. Et on avait beau, avec les artistes de la LNI, leur proposer de travailler comme ça, même de leur faire tester cette chose-là. Quand on arrivait en représentation, il y avait un retour à cette politesse conversationnelle et à ce rythme-là. Donc, je me suis dit, on dirait qu'il faut l'imposer. Il faut le déterminer dès le départ. Voilà. Dans ce spectacle-là, c'est toi qui vas être le personnage principal et qui va parler plus que les autres, et les autres vont être à ton service, etc. C'est ça.
Si ce n'est pas décidé d'avance ou si ce n'est pas imposé, on dirait que cette espèce de politesse-là revient et le rythme redevient... ressemble à tous les autres spectacles d'improvisation à mes yeux. Ce qui fait que là, les acteurs ne savent pas. Il y a environ... nous, on travaille sur des fichiers Excel. C'est écrit sur des fichiers qui parlent quand, pendant combien de temps. Et dépendamment de ce que le public va choisir, c'est tel fichier qui est choisi et ça transforme ça en cue, là, en conduite pour le spectacle. Et là, ça commence à s'afficher sur les écrans et ils ne savent pas pendant combien de temps ils parlent. Ça devient un spectacle écrit, improvisé. Voilà. Et j'adore les résultats de ce spectacle-là. Et ça, le public, lui, il le reçoit comment, ça? Et ça l'intéresse aussi? Parce que on parle là, toujours du public qui, d'habitude, suit les matchs, c'est ça? Mais, tu vois, au départ, quand on a commencé à créer des nouveaux spectacles, je me disais, c'est bien, les gens qui suivent le match vont venir voir ces spectacles-là, on va leur montrer d'autres choses, et on va tirer aussi les gens qui regardent les autres concepts vers le match. Et on mettait des efforts à essayer de communiquer des deux côtés. Oui, c'est nous qui faisons le match, venez voir le match, et oui, on fait d'autres spectacles, venez voir les autres spectacles. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que c'est un peu de l'énergie perdue, qu'il y a des gens qui sont intéressés par l'improvisation, mais qui sont intéressés par les autres formes et qui sont moins intéressés par le match. Et je pense qu'il ne faut pas faire des efforts de communication à ce point-là, croisés, parce que c'est un très petit noyau de personnes qu'on rejoint qui sont intéressés vraiment par les deux. Ce qui fait que le match existe, puis tu l'aimes comme ça, puis ça se peut que tu aimes les deux types, que tu aimes la recherche en improvisation et que tu aimes le match. Mais si tu n'aimes qu'un ou que l'autre, c'est parfait. Et nous, dans le fond, on fait... l'usine de théâtre potentiel, c'est pas du tout le même pitch de communication que le match. C'est du théâtre contemporain, c'est plus pointu, vous n'allez pas nécessairement rire, ça se peut même que vous soyez bousculé. Ça se peut que vous soyez devant un spectacle difficile à recevoir, mais qui sera, à nos yeux, à nous, réussi. Parce que le théâtre contemporain est fait comme ça aussi. Des fois, le sens du spectacle nous échappe. Quand on fait le match, on dirait qu'on met beaucoup d'efforts, les improvisateurs, à trouver le sens, à faire les liens. Et moi, dans l'usine de théâtre potentiel, je dis à mes acteurs, cette espèce de pouvoir magique, de super pouvoir que vous avez de faire des liens avec tout dans le match, éteignez-le, parce que là, on cherche une œuvre dont le sens va nous échapper. On ne veut pas ennuyer le spectateur. On veut que son cerveau soit stimulé et qu'il se dise « Ah, j'ai l'impression que c'est ça, que ça veut dire telle chose, ça veut dire telle chose. » Mais si on lui donne toutes les clés de compréhension, là, il ne sera pas dans cette posture-là à la fin du spectacle. Mais il faut accepter de mettre certains réflexes d'improvisateur de côté pour dire mais aussi certains réflexes de spectateurs ou certaines attentes de spectateurs. Ce qui fait que comment c'est reçu, je suis très content de la réception. On rejoint moins de personnes que le match. Mais encore une fois, il y a certains spectateurs qui sont allés acheter des billets pour les autres représentations parce qu'ils avaient envie de goûter à ça. Vous jouez ça dans des théâtres? Oui, on l'a joué à Espace Libre, dans le fond, pendant 3 semaines. Et là, je travaille à essayer de le programmer en tournée au Québec et même à l'international, j'aimerais beaucoup. Pour moi, que la LNI ait 35 ans, ça représente le début de l'adolescence d'un organisme culturel créé ici et qui est en train de devenir justement adolescent, qui va un jour devenir adulte. Vous allez me dire, 35 ans d'enfance, c'est long, mais non, parce que la LNI, à mes yeux, est éternelle. Elle va rayonner dans le monde entier jusqu'à la fin des temps. Pensez à ça. La LNI, c'est Robert Lepage, c'est Robert Gravel, c'est Claude Legault, Sylvie Moreau, c'est Denis Bouchard, c'est Normand Brathwaite, c'est Francine Ruel, c'est tous ces gens-là qui viennent créer de l'éphémère, et de l'éphémère sur nos scènes qui va tranquillement passer dans l'éternel. C'est ça. C'est l'instantané qui s'en va vers l'éternel. Et justement, parlons un petit peu des projets à venir. C'est quoi ce qui va arriver maintenant, ce qu'on ne connaît pas encore de la LNI, si tu peux en dire 2 mots ou pas? Oui, tout à fait. On continue à faire de la recherche. Là, on a un spectacle qui arrive à maturité, qui est une création de Simon Rousseau, qui est notre arbitre en chef et qui est mon adjoint à la direction artistique.
Simon a travaillé pendant les 2 dernières années sur ce spectacle-là qui s'appelle Projet Cygnus. Cygnus, Cygnus, ce serait le trou noir le plus proche de nous dans l'univers. D'accord. Et pourquoi il a choisi ce titre-là? C'est qu'il souhaitait regarder ce que faisaient les pionniers en improvisation au Québec. Donc, le Grand Cirque Ordinaire, le Théâtre E. Et Simon est le professeur d'improvisation au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Et il enseigne un peu dans cet esprit-là, en se disant, il y a des bases là intéressantes. Donc, c'est de l'improvisation en cercle, où tous les acteurs sont, dans le fond, sur le qui-vive, prêts à entrer dans le cercle de jeu, qui est la scène. Et en réfléchissant à cette forme-là, mais en se disant... pourquoi Cygnus, donc ce trou noir-là? Il paraît que si on était capable d'être à la limite d'un trou noir, le temps se courbe et on pourrait voir à la fois le passé et le présent. Et donc, l'idée de choisir ce nom-là, c'est de se dire, on va regarder ce qui se faisait autrefois à l'improvisation au Québec, mais en essayant de prendre tout ce qu'il y a d'intéressant dans cette forme-là pour en faire une forme nouvelle, qui répond au désir d'aujourd'hui, au goût du jour, mais aussi qui pourrait durer dans le temps. Et dans le fond, c'est de l'improvisation en cercle. C'est un spectacle à 8 improvisateurs. Et dans ce qu'il propose, c'est que c'est des rencontres à 2 qui se font. Les improvisateurs ont le même personnage pendant toute la soirée. C'est des improvisations d'1h15 environ. Donc, il y a des rencontres qui se font. Après ça, il y a une deuxième série de rencontres. Et après ça, pendant une 40aine de minutes, ces 8 personnages-là qui ont été créés vont se recroiser de différentes manières, de façon plus libre. Et ça se termine par une espèce de ce que lui appelle le chaos, où là, toutes les histoires se retrouvent sur scène à peu près en même temps. Donc, c'est sur cette forme-là qu'il travaille. Les résultats sont très beaux. Là, on est en discussion avec certains théâtres pour voir où est-ce qu'on peut le programmer. Et donc, voilà, ce spectacle-là arrive à maturité, il devrait être présenté dans la saison 24-25. Donc, on continue à la LNI à créer des nouvelles formes. Ça, c'en est une. Moi, je prépare une nouvelle création. On devrait, dans les prochains mois, commencer à ce travail-là. Pour le moment, ça s'appelle surcyclage et autres détournements d'objets. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à travailler des improvisations, mais qui sont faites sur des textes connus? J'aimerais faire apprendre du dialogue, toutes sortes de textes, des poèmes, même des textes documentaires à mes improvisateurs et leur demander d'improviser, mais en utilisant presque exclusivement ce qu'ils ont appris, mais en les réorganisant dans de la fiction. Donc, c'est un test que j'ai envie de faire. Je pense qu'il y a un intérêt à travailler comme ça, que ça nous met encore dans une autre posture que celle qu'on connaît quand on improvise, c'est-à-dire en créant le dialogue de A à Z. Donc, j'ai l'impression que ça peut transformer la posture et nous amener à créer de très, très belles choses. Sinon, la LNI, on est très, très actif. La compagnie comme telle donne de la formation. On donne de la formation chez nous, ce qu'on appelle l'école de théâtre de la LNI. Donc, c'est majoritairement le soir, des cours d'initiation ou de perfectionnement en improvisation, des cours pour les ados la fin de semaine. On donne des formations dans les écoles, on présente nos spectacles dans les écoles. L'an dernier, seulement, si on compte chaque fois qu'il y a un cours, disons, dans nos locaux ou dans les écoles, comme une activité, bien, on en a fait 650 dans la dernière année. Donc, on est très, très actifs, pour ne pas dire hyper actifs. Mais tu sais, la beauté, c'est qu'il y a plusieurs artistes chez nous, on n'arrive même pas à les faire travailler temps plein, donc on pourrait encore en faire plus. Il faut respecter les limites de l'équipe au bureau, là, la permanence. C'est combien de personnes, la LNI, alors, en tout? Bien, ça a longtemps été une très, très petite équipe. On était 3 ou 4, mais on a grandi tranquillement. Et depuis, le milieu de cette année, on est rendu 9. Certaines personnes sont à temps partiel, mais on est 9. Tu veux dire de façon permanente, c'est ça? De façon permanente, oui. Ouais. Mais avec les comédiens, etc., en tout, ça... Mais disons, la saison de la Coupe Charade, c'est une 30aine d'artistes, mais le bassin est plus large. Là. Si je compte tous les artistes qu'on engage, des fois seulement pour une représentation ou une formation, plus les formateurs et techniciens,
eh bien, on engage entre 100 et 140 personnes par année, la LNI. Il y a un noyau dur de personnes, justement, qui font la saison, qui font nos spectacles dont on a parlé un petit peu plus tôt. Mais donc ça, c'est une trentaine de personnes, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui gravitent aussi autour de ces spectacles-là puis qui participent à nos activités. Oui, c'est une institution quand même, la LNI, ici à Montréal. Oui, c'est ça. La compagnie aura dans un avenir pas si lointain 50 ans. C'est ça, vous allez fêter vos 50 ans, vous allez faire un truc de fou, j'imagine, pour les 50 ans, non? Oui, c'est ce qu'on souhaite. On est en réflexion à savoir... Ça sera dans combien de temps, alors? C'est 2027. 2027? Ouais, c'est demain, ouais. C'est demain. C'est ça. Donc là, on est en train de réfléchir à quelles sont les meilleures activités à proposer pour le 50e, mais on souhaite que ce soit une année où il y aura plusieurs activités pour souligner le 50e, et dont sûrement, oui, des activités plus, disons, spectaculaires, là. Je pense qu'on peut compter sur vous pour ça. Je voudrais finir avec... revenons sur toi, parce que tu fais autre chose que de l'impro, j'imagine, quand même. Tu disais que tu écrivais. Est-ce que tu as des projets personnels en dehors de ça, ou vraiment tout tourne autour de la LNI, ou est-ce que tu as des choses personnelles ou que tu as envie de faire, ou tu disais que tu n'avais pas trop le temps pour certains trucs, prendre un petit peu de temps pour écrire, pour revenir à ça? Je sais que tu aimes bien ça. J'aimerais ça. Disons que l'improvisation, c'est devenu presque ma vie professionnelle à 100%. Je continue à faire de la pige comme animateur, comme comédien aussi, mais disons que j'ai même dit à mon agent qu'il pouvait arrêter de me représenter parce que j'ai pas beaucoup de temps libre. À peu près la moitié de ma semaine, je suis à la LNI, à la direction artistique. L'autre moitié, je suis à l'école de théâtre en train d'enseigner. Je fais un peu de coordination pour le département, l'école de théâtre aussi. Donc, et à travers ça, des journées de pige où je fais de l'animation. J'anime une émission à Savoir Média sur la santé et sécurité au travail. J'aime beaucoup le travail d'animateur. Donc, développer des projets personnels, j'ai de moins en moins de temps. Non, mais tu prends quand même un petit peu de temps pour toi, rassure-nous. Oui, je joue au hockey sur glace une fois par semaine, je fais de la planche à neige, j'élève 3 enfants. Donc oui. Mais disons, projet créatif dans lequel je me plonge et qui me demande un investissement, disons que j'y arrive moins depuis plusieurs années, mais pas à regret. Là, je suis très habité par l'improvisation et très stimulé par ce que j'ai à faire. Ok, ouais, tu fais partie de ces gens dont vraiment la vie a changé dès que toi, clairement, t'as découvert quand tu étais au secondaire l'impro et ça a déterminé ta vie, quoi. Oui. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Mais je pensais pas, mais oui, c'est devenu ça. Depuis 2008, où j'ai commencé à faire la direction artistique de la compagnie, ça n'a cessé que de prendre de l'ampleur. Puis, mais mon enthousiasme grandit d'année en année aussi, là. Je suis très fier de ce qu'on accomplit à la LNI, puis j'ai juste envie d'amener cette compagnie-là vers d'autres activités, de continuer à développer des nouveaux concepts, de veiller à la pérennité de cette œuvre-là, cette compagnie-là. Donc, je suis très stimulé, très enthousiaste. Écoute, merci beaucoup. Juste une dernière chose, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui nous écoute, qui voudrait commencer l'impro, tu lui conseillerais quoi? Moi, j'y dirais d'essayer de voir tout ce qui se fait en improvisation, d'en faire le plus possible, de trouver sa famille. On parle de différentes formes. À l'âge que j'ai aujourd'hui, puis avec toutes ces années d'improvisation derrière moi, j'ai l'impression qu'on peut... le match d'impro est une porte d'entrée extraordinaire vers l'improvisation et vers la culture, on en a parlé. Mais je pense que certaines personnes sont effrayées par le match où ils ne trouvent pas leur compte, que l'aspect compétitif de la mise en scène fait en sorte qu'on perd certains jeunes qui ne sont pas si à l'aise avec cet aspect-là du match d'impro. Donc, je dirais aux jeunes qui commencent à faire de l'improvisation, si jamais vous vous sentez dans cette posture-là, l'improvisation a différentes formes, offre beaucoup. Et il n'y a pas que le match. Le match d'impro a des vertus extraordinaires, mais l'improvisation au sens large
en a encore plus parce que c'est simplement plus large et les possibilités sont encore plus grandes. Donc, je vous dirais, embrassez toutes les possibilités et vous devriez vous trouver un chemin vers de l'improvisation satisfaisante. Merci François-Étienne. Pareil, c'était un plaisir de recueillir ton témoignage. Merci à toi, Pascal. Le mois prochain, vous aurez droit non pas à un, mais 2 invités. Et même si c'est le 1er avril, ce n'est pas une farce. Nos 2 compères sont voisins et c'était l'occasion unique de les avoir ensemble. Le premier est un acteur, champion du monde d'impro, cofondateur de la LIF, et c'est aussi la voix officielle de Bugs Bunny ou encore de Garfield. Je veux parler bien sûr de l'immense Gérard Surrugue ou GG pour les intimes. Le deuxième est un compositeur, musicien multi-instrumentiste, créateur de l'univers sonore du Cercle des Menteurs et de nombreux autres concepts d'improvisation. Aldo Gilbert. Alors, on se retrouve le 1er avril. À très vite.